Donc moi, je vais vous parler plus particulièrement de la vitamine D, parce que c'est une molécule qui est vraiment essentielle pour traiter le Covid. Donc j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait une personne qui avait un problème parce qu'il disait que la vitamine D était une molécule très importante dans le Covid. Ben, c'est vrai, c'est probablement la molécule la plus importante dans le Covid et je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, on parle de vitamine D, c'est la mal nommée parce que la vitamine D, c'est déjà pas une vitamine. Une vitamine, c'est une substance dont l'organisme a besoin, mais qui n'est pas capable de synthétiser en quantité suffisante pour ses propres besoins. Or, la vitamine D, si vous vous exposez suffisamment au soleil, vous pouvez avoir une quantité suffisante de vitamine D produite. Donc, cette vitamine D, elle est très importante parce qu'elle a beaucoup de fonctions. Quand vous prenez de la vitamine D, c'est pas anodin. C'est comme si vous preniez des centaines de molécules. En fait, la vitamine D a énormément d'actions. Elle a énormément d'actions parce qu'une prise de vitamine D, en fait, active entre 3 et 4% du génome humain. Le génome humain, c'est 22 500 gènes. Donc la vitamine D, en fonction de son taux, c'est-à-dire de sa supplémentation, de son taux plasmatique, active plus ou moins de gènes. À une supplémentation normale qui a de 30 nanogrammes de calcidiol par ml, il a été déterminé qu'elle était capable d'activer 291 gènes. Si vous êtes à une supplémentation optimale, c'est-à-dire entre 50 et 60 nanogrammes de calcidiol par ml, vous pouvez activer plus de 1000 gènes. Donc, vous voyez les répercussions, et il faut savoir que pratiquement la moitié de ces gènes sont des gènes liés à l'immunité. Donc, ça active des gènes, mais ça peut aussi réprimer des gènes. Donc, c'est une molécule vraiment très importante. Donc, elle agit comme régulateur négatif du système rénine-angiotensine, en inhibant la production de rénine. Elle agit également comme frein, elle freine l'orage cytokinique, où elle le fait carrément disparaître, c'est-à-dire qu'elle empêche les cellules de produire toutes ces cytokines qui sont très délétères dans le cadre du Covid. Vous avez aussi la vitamine D qui va être responsable du bon fonctionnement de votre système immunitaire. Donc, il est complètement indispensable au système immunitaire. Pourquoi ? Parce que toutes les cellules du système immunitaire, qu'il s'agisse de l'immunité innée ou de l'immunité adaptative acquise, toutes ces cellules ont des récepteurs à la vitamine D. Donc, dans l'immunité innée, en fait, c'est la première ligne de front quand vous êtes affecté par un virus, une bactérie, un champignon, un parasite. En fait, vous avez une immunité non spécifique qui se met en route, c'est l'immunité innée, qui est complètement non spécifique et qui repose sur les monocytes circulants, sur les macrophages, sur les cellules dendritiques, c'est-à-dire sur les cellules présentatrices de l'antigène, aussi sur les granulocytes, éosinophiles, neutrophiles, sur les cellules tueuses, les cellules natural killer. Donc ça, c'est l'immunité innée et toutes ces cellules ont des récepteurs donc à la vitamine D. Et vous avez l'immunité adaptative ou acquise qui repose sur les lymphocytes B, ceux qui produisent les anticorps quand ils sont activés sous forme de plasmocytes, et également les lymphocytes CD8 cytotoxiques qui sont en fait dressés à reconnaître à la surface des cellules infectées le ou les antigènes viraux qui vont être exprimés. Ces cellules-là ont aussi des récepteurs à la vitamine D. Alors en fait, ce ne sont pas vraiment des récepteurs à la vitamine D, ce sont des récepteurs au calcitriol. C'est-à-dire que le calcitriol, c'est une forme qui a été 2 fois modifiée de la vitamine D et c'est la seule forme active de la vitamine D. Si vous voulez, la vitamine D, elle est... lorsque on a une exposition, par exemple, au soleil, vous avez l'effet des UV sur un dérivé qui s'appelle le 7-déhydrocholestérol, et ce 7-déhydrocholestérol donne le cholécalciférol, qu'on appelle la vitamine D3. Cette vitamine D3 est inactive. Elle doit migrer d'abord dans le foie, pour être hydroxylée par une 25-hydroxylase. Elle va être transformée en 25-hydroxyvitamine D3 qu'on appelle le calcidiol. Le calcidiol, c'est la forme circulante dans le sang de la vitamine D. C'est ce qu'on mesure quand on demande un dosage de vitamine D dans un laboratoire d'analyse médicale. C'est aussi la forme qui est piégée dans les adipocytes, dans les graisses, ce qui fait que les personnes obèses ont besoin de plus de vitamine D, d'un apport plus important de vitamine D, justement, parce que cette vitamine D est piégée sous forme de calcidiol dans les graisses. Donc, ce calcidiol est complètement inactif aussi. Pour être actif, il faut qu'il soit de nouveau modifié au niveau des reins. Il va être modifié par une 1-alpha-hydroxylase et ça va donner la 1-alpha-25-dihydroxy-vitamine D3 qui est le calcitriol. Et le calcitriol, c'est la substance active de la vitamine D. C'est celle-là qui reconnaît les récepteurs à la vitamine D. Alors, il y a une particularité, c'est que les cellules du système immunitaire sont capables de prélever directement la 25-hydroxyvitamine D3, c'est-à-dire le calcidiol, et de transformer en calcitriol et de l'utiliser sur son récepteur.
Donc, ce calcitriol se fixe sur le récepteur donc, de la vitamine D. Ce complexe binaire s'associe avec un autre récepteur qui s'appelle l'acide rétinoïque X, et ça permet une translocation en fait dans le noyau, et ça permet une activation ou une répression de plusieurs centaines de gènes. Vous voyez que c'est un mode d'action qui est compliqué, hein, puisque le récepteur de la vitamine D, de façon étonnante, n'est pas à la surface de la cellule, mais à l'intérieur du cellule, vers le noyau cellulaire. Donc, elle est active sur tous ces gènes, mais cette vitamine D a aussi d'autres fonctions, c'est-à-dire que, par exemple, au niveau de l'intestin, sa fonction première, ça va être de permettre l'absorption de phosphore et de calcium. Elle est aussi très importante, par exemple, pour la différenciation et la multiplication de certains types cellulaires, notamment des cellules du système immunitaire. Elle est également très importante pour maintenir l'intégrité des tissus, c'est-à-dire qu'elle intervient au niveau des jonctions intercellulaires et elle favorise donc la cohésion tissulaire. Donc vous voyez que c'est une molécule qui a énormément de fonctions. Elle permet un fonctionnement optimal du système immunitaire, et ça va encore plus loin, c'est que lorsque vous prenez de la vitamine D vous fait fabriquer, elle active des gènes qui vont vous faire fabriquer des substances qui ont des propriétés antimicrobiennes, notamment antivirales, et contre les virus enveloppés, et particulièrement le SARS-CoV-2. Par exemple, une prise de vitamine D va vous faire fabriquer à votre organisme de la catélicidine LL37, dont on a montré qu'elle était active sur le virus. Vous avez également d'autres substances comme HBD2 ou des bêta-défensines. Donc, ce sont toutes des molécules qui ont un potentiel antimicrobien et notamment un potentiel antiviral. Donc, vous voyez que la vitamine D, c'est pas anodin de prendre la vitamine D. Vous avez des répercussions au niveau de tout le corps, des répercussions très, très bénéfiques. Voilà. Donc, il faut avoir une bonne supplémentation en vitamine D. Alors, cette vitamine D, comment l'avoir? En fait, il y a 3 sources de vitamine D. Vous avez d'abord l'exposition au soleil. Alors, l'exposition au soleil, c'est comme je vous disais, hein, les UV qui frappent le 7-déhydrocholestérol, qui forment la prévitamine D3, puis la vitamine D3, et puis elle est hydroxylée 2 fois au niveau du foie et du rein pour donner la substance active. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes en été, vous vous exposez 15 à 20 minutes en plein soleil et vous avez votre apport journalier en vitamine D3 qui est de l'ordre de 4000 UI. Hein. Il faut savoir 48, ça fait 1 microgramme de vitamine D. Ça, c'est pour une personne normale, à peu près de 70 kilos. Pour un enfant ou pour une femme, les quantités sont un peu inférieures, entre 2000 et 3000 UI. Et pour une personne obèse, par exemple de 100 kilos, il vaut mieux taper sur 8000 UI c'est-à-dire 100 microgrammes de vitamine D3 par jour. Voilà. Et donc, ça, c'est très important. Donc, cette vitamine D, vous l'avez par le soleil. Hein. En hiver, par exemple, c'est pas du tout suffisant, hein, parce qu'il faudrait une exposition de 7 heures au soleil pour avoir le même apport en vitamine D. Donc, il faut passer à la seconde source en fait de vitamine D, qui est l'alimentation. Alors, l'alimentation est aussi pas terrible, puisque très peu d'aliments sont riches en vitamine D. Généralement, l'apport en vitamine D alimentaire représente 10 à 15% de ce dont on a besoin, hein. Donc c'est pas suffisant pour arriver par exemple aux 4000 UI. Vous avez les poissons gras, vous avez évidemment l'huile de foie de morue, elle qui par contre est très chargée en vitamine D, hein, 100 grammes pour 100 grammes d'huile de foie de morue, vous avez 100 microgrammes donc de vitamine D3, donc vous avez vos 4000 UI par jour. Par contre, par exemple, il faudrait que vous mangiez 80 œufs par jour pour avoir votre bonne dose de vitamine D3. Hein, il faut savoir que l'œuf fait partie des aliments qui sont aussi les plus riches en vitamine D. C'est pour vous dire que c'est quand même très très rare de le trouver dans l'alimentation. Vous avez aussi donc le saumon, les poissons gras. Il faudrait que vous mangiez 1,5 kg de saumon pour avoir votre apport journalier en vitamine D. Donc vous voyez que c'est pas suffisant. Vous avez aussi des végétaux qui peuvent vous apporter un apport, mais là c'est plus de la vitamine D2, hein, ça revient au même, hein, puisqu'elle aussi s'active et puis donne du calcitriol. La vitamine D2, on la retrouve surtout dans les champignons, mais pas dans tous les champignons, dans certains champignons. Mais la source principale, hein, puisqu'on a vu que l'apport alimentaire, ça représentait 10 à 15% de l'apport journalier nécessaire, c'est surtout la troisième voie qui est la supplémentation. Donc la supplémentation, elle peut être
en bolus, hein, en prenant par exemple une ampoule de vitamine D3, de cholecalciférol à 80 000 unités ou 100 000 unités toutes les 3 semaines ou par mois. Mais l'idéal, c'est de prendre par exemple 4 008 journaliers avec des doses donc journalières de vitamine D. L'idéal, c'est de coupler aussi avec du zinc de la vitamine K2 aussi et du magnésium pour bien faire fonctionner toutes ces voies physiologiques qui sont en fait activées par la vitamine D. Hein. Notamment le zinc est important parce qu'il intervient dans les voies physiologiques, hein, notamment les métalloprotéases à zinc, et aussi dans des facteurs de transcription, puisque la vitamine D active des gènes, et ces facteurs de transcription souvent ont besoin de zinc pour pouvoir transcrire des gènes pour qu'ils puissent être enfin que les ARN messagers puissent être traduits en protéines. Voilà, donc en gros, j'ai fait le tour, disons, pour l'importance de cette vitamine D. Cette vitamine D, elle est importante en préventif déjà. Elle va réduire la probabilité que vous soyez infecté par le SARS-CoV-2, à peu près de 40 à 50%. Mais surtout, en cas d'infection par le SARS-CoV-2, elle va permettre à votre système immunitaire de bien combattre le virus. Pourquoi? Parce que toutes ces cellules immunitaires ont besoin de vitamine D, c'est leur carburant, c'est-à-dire que sans vitamine D, elles ne fonctionnent pas. Et ça signifie aussi que cette vitamine D, en faisant bien marcher votre système immunitaire et en atténuant l'orage cytokinique, va vous éviter d'évoluer vers des formes sévères de la Covid, voire des formes mortelles, si vous êtes infecté par le SARS-CoV-2. Donc c'est très très important. Et il faut savoir que même en cas de vaccination, il faut absolument que vous ayez la concentration appropriée de vitamine D3. Hein. Donc j'ai dit que c'est supérieur à 40 nanomoles de calcidiol par millilitre de plasma, tout simplement parce que lorsque vous recevez un vaccin, quel qu'il soit, hein, que ce soit par exemple un vaccin ARN messager qui va fabriquer la protéine spike, hein, les vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna, que ce soit un vaccin à vecteur viral comme l'AstraZeneca, hein, qui est basé donc sur un adénovirus de chimpanzé, ou le Janssen qui est basé sur un adénovirus humain, ou bien alors même le Sputnik qui est basé sur 2 adénovirus humains, hein, pour la première et la deuxième injection. Tous ces vaccins en fait ont en commun qu'ils font produire la protéine spike. Hein, c'est la protéine S, c'est la protéine de la spicule. Sauf les vaccins chinois, hein, le Sinopharm, le Sinovac, qui eux sont basés sur du virus inactivé. Donc vous avez en plus de la protéine spike, vous avez tous les autres antigènes viraux, notamment la protéine de la nucléocapside, la protéine d'enveloppe, la protéine de membrane, vous avez l'hémagglutinine estérase, la forme dimérique, enfin vous avez toutes les protéines qu'on retrouve dans le vaccin. Donc ça, c'est très important que vous soyez donc supplémenté en vitamine D pour contrebalancer des effets délétères qui pourraient être induits par cette protéine spike vaccinale. Parce que cette protéine spike vaccinale, une fois qu'elle est produite, le problème qu'on a, c'est qu'il y a une certaine proportion de cette protéine spike qui va être capable de reconnaître le récepteur ECA2. Et ça, c'est vraiment problématique. C'est parce que, en fait, en se fixant sur le récepteur ECA2, elle fait quoi? Elle fait exactement comme ferait le virus. C'est-à-dire que elle empêche la dégradation d'angiotensine 2, donc elle suractive le récepteur AT1R, et du coup, ce récepteur AT1R suractivé va provoquer les maladies Covid. Et c'est pour ça que l'on voit tout un tas de pathologies qui peuvent être associées justement à la vaccination. Et à mon avis, c'est surtout des personnes donc, qui ont évidemment des comorbidités, mais aussi des personnes qui sont insuffisantes ou carencées en vitamine D. Hein. Insuffisant en vitamine D, c'est inférieur à 30 nanogrammes de calcidiol par ml, et carencé en vitamine D, c'est inférieur à 12 nanogrammes de calcidiol par ml. Donc c'est ça qui est le plus important, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir un bon taux de vitamine D lorsque vous êtes vacciné. Parce que si votre système immunitaire ne fonctionne pas bien, et du coup, votre vaccination sera mauvaise. Et elle sera mauvaise s'il n'y a pas de vitamine D, hein, puisque la vitamine D est le carburant des cellules du système immunitaire. Et ça, les gens ne le savent pas. C'est-à-dire, ils sont très surpris quand ils apprennent qu'entre 3 et 4% du génome humain est activé répond à une prise de vitamine D, ce qui est quand même incroyable, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de produits qui font ça. Voilà.
Merci beaucoup. On conclura peut-être pour l'instant que on arrive à l'automne, on est à l'automne et donc je crois qu'il est important de dire à tout le monde de demander à son médecin de se supplémenter en vitamine D et de ne surtout pas hésiter à le faire. Il y a peu de danger. De toute façon, ça peut se doser dans le sang. Et cette vitamine D, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on voit beaucoup de gens qui disent attention, la vitamine D, c'est toxique. Et en fait, c'est une molécule qui est extrêmement peu toxique. Alors, je vais vous donner une idée. Hein. On considère que la toxicité de la vitamine D commence à partir de 150 nanogrammes de calcidiol par ml. Et certains disent que ça commence à partir de 200 nanogrammes de calcidiol par ml. Et c'est une concentration en vitamine D qui est extrêmement élevée. Pour vous donner une idée, il y a des tests qui ont été faits chez des personnes qui avaient un taux de vitamine D entre 20 et 30 nanogrammes de calcidiol par ml. Ces personnes ont reçu pendant une semaine, chaque jour, une ampoule de 100 000 UI de vitamine D. C'est-à-dire qu'elles ont eu en une semaine 700 000 unités, unités internationales de vitamine D. Et le dosage de vitamine D leur a donné un taux de vitamine D entre 45 et 60 nanogrammes de calcidiol par ml. C'est pour vous dire que la vitamine D, il y a une marge d'utilisation qui est énorme. Elle est énorme, c'est-à-dire que même en le voulant, on peut très difficilement atteindre la toxicité de la vitamine D. Cette vitamine D, de toute façon, elle prévient. Hein, c'est-à-dire qu'on a des arythmies cardiaques, on a des vomissements quand on est en concentration trop élevée en vitamine D. On a des problèmes. Ça se traduit en fait par une calcification, un dépôt de calcium sur les organes, sur le cœur, sur les poumons. Ça se traduit aussi par l'apparition, par exemple, de calculs au rein. Mais on en est très très loin. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment faire exprès prendre, par exemple, une quantité énorme, journalière énorme de vitamine D pour éventuellement atteindre une dose toxique. Et il faut savoir que on bénéficie nous-mêmes d'un système de régulation de la vitamine D. C'est-à-dire, comme je vous avais dit, que cette vitamine D inactive, la vitamine D3, elle doit être hydroxylée dans le foie et dans les reins, par une 25 hydroxylase et une 1 alpha-hydroxylase. Mais il existe un système de régulation qui est basé sur une 24 hydroxylase qui, elle, est capable d'hydroxyler soit le calcidiol, voire la vitamine D3, et qui l'inactive complètement. C'est-à-dire qu'on a un propre système de régulation de notre vitamine D. Vous voyez ? Donc, pour avoir cette toxicité liée à la vitamine D, il faut vraiment le vouloir, quoi. Jean-Marc, vous nous avez décrit de façon très précise, très scientifique, les rôles de la vitamine D et vous avez clairement montré à quel point cette vitamine D était importante. C'est tellement vrai que beaucoup de pays l'ont donné, et en particulier l'Angleterre avait à un moment donné proposé une supplémentation en vitamine D à tous les seniors parce qu'il était déjà démontré à l'époque que c'était intéressant en prévention. Comment expliquez-vous, vous qui êtes dans le milieu scientifique, comment expliquez-vous cette espèce de scotome, tout à l'heure Philippe parlait de ça, d'aveuglement, qui fait que aucun responsable scientifique du comité scientifique de l'Élysée ou du ministère de la Santé n'a mis sur la table des recommandations pour que les médecins donnent de la vitamine D. Pourquoi n'a-t-on rien fait à ce niveau-là, à votre avis? Qu'est-ce qui fait que cette recommandation de donner de la vitamine D à tout le monde pendant l'hiver dernier n'a pas été fait immédiatement? C'était beaucoup plus important. À l'époque, en plus, il n'y avait pas le vaccin, donc il y avait même pas, on peut même pas dire que c'était, ça allait faire baisser les ventes du vaccin. Et j'ai pas compris. Alors, quelle est votre, si vous avez une interprétation? Moi non plus, j'étais très surpris qu'il n'y ait pas eu de mesures prises. Moi, ça reste incompréhensible parce que. Ah, le micro s'est coupé. Ça aurait été la première chose à faire. Ça aurait été justement de supplémenter la population. Donc, oui, ou de supplémenter directement la population. Je crois que là, tout était focalisé sur le vaccin et je pense que tout. Oui, alors soit il y a une méconnaissance de l'activité réelle de la vitamine D, soit il y a une volonté d'une manière ou d'une autre à pas l'utiliser. Je sais pas trop. Ça reste une énigme un peu pour moi, hein, parce que le rôle de la vitamine D est tellement clair et tellement important, ne serait-ce que parce que justement, il permet au système immunitaire de fonctionner correctement.
correctement, hein, il en a impérativement besoin, c'est son carburant. Hein. Il ne peut pas fonctionner correctement sans vitamine D, donc essayer de vacciner les gens qui sont déficients en vitamine D ou carencés en vitamine D, la vaccination ne prend pas. Hein. Des fois, on est surpris que des personnes qui ont été vaccinées n'ont pas de réponse immunitaire contre le vaccin. En fait, il ne faut pas chercher plus loin, c'est que ces personnes doivent être carencées en vitamine D ou très insuffisantes en vitamine D. Si c'est des personnes, je veux dire par exemple, qui ont des maladies auto-immunes et sur lequel le vaccin ne prend pas, c'est parce qu'il y a déjà un dérèglement de l'immunité innée, puisque ces personnes ont déjà une maladie auto-immune. Ça veut dire que le système immunitaire inné fonctionne mal. Probablement, il y a déjà un dérèglement du système rénine-angiotensin, ce qui fait que le vaccin ne prend pas derrière. Excusez-moi, Jean-Marc, malheureusement, je vous dis parce que le son est très, ça reste un grand mauvais. mystère. Moi, je n'ai pas compris pourquoi la vitamine D est passée à la trappe comme ça, parce que il y a quand même énormément d'études, la majorité sont observationnelles, mais qui montrent clairement qu'il y a un effet très important en fait. Merci. Jean-Marc, je suis obligé de vous couper parce que malheureusement, votre son est très mauvais. Vous avez une connexion qui paraît s'être dégradée. Mais en tout cas, une chose est sûre, la vitamine D, c'est prouvé par de très nombreuses études, est un immunostimulant, est un protecteur du système immunitaire et c'est utile non seulement contre la Covid, mais contre tous les virus et toutes les infections hivernales. Et nous sommes très nombreux en médecine à donner de la vitamine D à tous nos patients l'hiver, puisqu'il est aussi démontré que plus de 80% des Français sont carencés en vitamine D. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va mettre un grand écran géant devant le tribunal administratif le 9 décembre prochain, puisque la saga Ordinal et ARS continue. Et les deux sujets pour lesquels deux médecins sont convoqués, il y a le docteur Bourgeon, néphrologue, justement parce qu'il prescrit de la vitamine D. Il a eu le malheur de dire qu'il fallait mettre de la vitamine D, comme l'Académie de médecine le dit. Il est attaqué par ça pour l'ordre. Et puis le deuxième sujet qui nous intéresse aussi, c'est le retour d'informations, notamment des myocardites, pour lesquels l'ARS porte plainte contre moi. Donc c'est vraiment un magnifique CSI. Je pense que je proposerai à nos juges de regarder ce CSI plutôt que de nous défendre et prendre des avocats. Et effectivement, imaginez qu'on puisse attaquer quelqu'un parce qu'il donne de la vitamine D, c'est vraiment le monde à l'envers. Voilà, heureusement, on a quand même eu une excellente nouvelle hier, c'est que l'obligation vaccinale pour la totalité de la population n'est pas passée. J'ai pu comprendre grâce à son intervention comment on a cette flambée incroyable de cancer qui dévaste et qui est un effet secondaire qui n'est pas reconnu, mais qui est ce que l'on peut voir tous les jours en pratique quotidienne et qui va prendre sûrement beaucoup, beaucoup d'ampleur. Ce que je remarque aussi, c'est le triomphe du bon sens sur la complexité et sur la haute technologie. Quand on regarde l'ensemble des médicaments qui fonctionnent contre le Covid, on a l'hydroxychloroquine qui est un médicament non spécifique qui agit sur le pH. On a l'ivermectine qui agit sur des mécanismes généraux, mais pas du tout sur le spike, puisqu'il agit sur plein d'autres mécanismes généraux, puisque ce sont deux antiparasitaires, c'est très intéressant, qui agissent sur le… Voilà. Et puis la vitamine D, qui est vraiment le produit général par définition, qui est totalement non spécifique. Donc, je dirais que c'est l'échec de la haute technologie qui se croient… c'est un peu l'histoire de la tour de Babel, hein, des gens qui se croient surpuissants, de ces financiers mondiaux, de ces high-tech mondiaux qui ont inventé les super traitements, mais ils se prennent les pieds dans le tapis, ils tombent, alors que ce sont des choses extrêmement simplissimes. La vitamine D est l'exemple même du simplissime qui fonctionne.